Donc voilà, je m'appelle Eva Poligny, je suis billet ou chef de projet pour des projets légaux dans des entreprises, donc des projets data. C'est-à-dire que je travaille sur des reportings qui vont au tribunal, aux médias ou au gouvernement quand l'entreprise pour laquelle je travaille a fait des infractions. Ce genre de projet m'a amené à travailler, que ce soit en France, en Argentine, en Australie ou au Canada, pour différents gros comptes. Voilà pour le chapeau, l'introduction et le global. Vous n'hésitez pas, pour que ce soit assez interactif, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Hein. C'est volontiers que je veux bien être interrompue pour en discuter. Donc, les projets pour lesquels j'ai travaillé, je vais vous en détailler, je vais vous en présenter quelques-uns et puis sur un projet, on fera un fil rouge sur la soirée. J'ai travaillé notamment sur la chute de BlackBerry. C'était à l'époque où BlackBerry avait des problèmes de sécurité sur leur téléphone et le but, c'était de présenter des reportings pour expliquer quelle équipe était responsable de quel bug et on licencie 2 tiers des équipes. Ça donne une idée de l'ambiance des projets. J'ai travaillé si on a des infractions légales, des infractions commerciales, où on tue des clients et souvent par négligence de process. Hein, on ne sait pas volontaire non plus. Voilà. Est-ce que celui que je vais vous présenter ce soir, c'est un projet d'infraction de déconnexion. J'ai travaillé pour un grand telco qui décommissionnait l'ancien réseau téléphonique pour installer le nouveau réseau, la fibre optique. Donc, c'était en Australie. Il faut savoir qu'en Australie, 2% du territoire est couvert par le réseau mobile, ce qui fait quand même 98% de la population. Hein. Ça donne un ordre d'échelle. Et dans les zones qui ne sont pas couvertes par le réseau mobile, les opérateurs télécoms ont interdiction de couper la ligne de téléphone fixe pour être sûr que vous puissiez appeler les ambulances si vous en avez besoin. Donc, le projet sur lequel je travaillais, c'était l'équipe qui installait la fibre optique qui avait pris du retard et l'équipe qui enlevait l'ancien réseau qui avait pris de l'avance et les gens se retrouvaient sans réseau. Comme nous avons extrêmement peu de chance sur ce projet, c'est le père d'un journaliste du national qui est d'appeler les ambulances. Sur ce projet-là, donc on travaille en plusieurs parties. La première partie, c'est que le gouvernement et le tribunal se retournent vers l'entreprise en disant qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? On prend les articles de loi et là commence le travail dans un premier temps pur billet. C'est-à-dire qu'à partir des articles de loi, on définit les business rules qui ont été mises en place dans l'entreprise. On ne les a pas intéressés du tout et s'en fout complètement. Puis on travaille sur comment, dans les données, les process se transcrivent. On fournit un premier rapport et on aide les avocats à justifier au tribunal ou aux médias l'ampleur du problème. Eva, Ça, c'est... Oui. peut-être rappeler, donc du coup, à ce moment-là, donc en somme, hein, ce sont des personnes en Australie qui se retrouvent coupées du jour au lendemain, c'est une infraction légale. Ouais. Quel est le risque financier pour l'entreprise, c'est-à-dire quelle est l'amende qu'ils vont Ouais. avoir à ce moment-là? Donc, l'amende il y a 2 types d'amendes. Il y a l'amende que vous allez payer au gouvernement pour l'infraction et les indemnisations des clients. Donc, les indemnisations des clients, ça dépend du type de client, mais ça aussi entre une 50aine d'euros et 20 000 euros à peu près. Et les amendes que vous payez au gouvernement, c'est 1 million d'euros par client impacté. La réponse du PDG quand on est arrivé avec 40 000 clients impactés, c'est « je ne sais même pas lire le chiffre ». Puis s'ensuit plein de noms d'oiseaux, pour être très honnête.
Donc ça, la première partie, c'est une partie purement juridique et purement légale. La seconde, de retrouver, donc une fois que vous avez retrouvé tous les clients et les historiques, parce qu'il faut les retrouver, les clients qui étaient clients avec vous il y a 5 ans, les contacter, leur demander s'ils veulent être remboursés, si ils veulent avoir une indemnité, s'ils veulent garder la ligne, s'ils sont clients actuels, prendre en compte le choix du client, appliquer tous les processus opérationnels de facturation, de remboursement qui sont nécessaires et faire rentrer ça dans un report pour justifier au gouvernement qu'on n'est pas que mauvais. Ça, c'est la deuxième partie, ce qu'ils appelaient en général make good, c'est de faire amende honorable auprès des clients. La première partie se déroule de façon itérative, c'est-à-dire que le gouvernement ou le tribunal nous envoie une liste de questions fermées auxquelles on ne répond que par un chiffre. Et le but va être de répondre de façon cohérente à toutes les questions, aussi de préparer les questions suivantes, puisqu'en fonction des réponses que vous donnez, le gouvernement ou le tribunal va creuser et va essayer de savoir à quel point on est bon ou mauvais. Là, côté data, la plus grosse partie, ça va être de construire votre jeu de données, votre dataset, sans jamais le modifier, sans jamais modifier vos règles de gestion, sans jamais modifier la data gouvernance que vous avez mis derrière, puisqu'il faut être capable de justifier à la ligne près. Voilà. Voilà pour l'introduction du plus gros projet. Vous voulez qu'on aborde quoi en premier, les garçons? Allô? Oui. Ouais. Alors, peut-être les stakeholders, tu avais qui comme intervenant dans le cadre de ces projets? On a compris que Ouais. tu étais interne, hein, d'après ce Voilà. que tu nous avais dit. Tu n'étais pas externe. Il y a peut-être cette notion d'organisation. Et toi, par rapport à l'organisation, comment tu vas te positionner? Ouais. Donc, alors, pour la partie du positionnement, hein, donc je suis en général interne pour des raisons que c'est plus facile d'avoir son employé que ce soit une société externe, parce que sinon on se retrouve encore avec d'autres problèmes légaux derrière. Donc j'ai toujours été interne, parfois reportant à la personne qui a commis l'infraction, ce qui vous donne une idée du support, du management direct que vous avez. Et puis, pour la partie, donc tu m'as demandé aussi pour la partie stakeholders, les stakeholders qu'on a, les principaux, ce sont les avocats. Les avocats, le PDG, le board de l'entreprise. On va avoir les gens du business qui gèrent le processus opérationnel qu'on fait l'infraction, qui vont être là pour un avis consultatif. Et puis, on va avoir j'ai envie de dire que sur un projet, on en parlait l'autre jour, sur un projet normal, il y a des gens, des stakeholders qui sont hors scope et dans le scope. Là, c'est un petit peu tout le monde qui est dans le scope parce que vous allez impacter l'image de marque de l'entreprise. Et c'est ça qui est à la fois intéressant et en même temps assez frustrant parce que sur des états de crise comme ça, on n'a pas le temps de faire un beau graphique avec tous nos stakeholders et comment ils se positionnent et tout ça. Mais tout le monde est intéressé. Par exemple, sur ce projet-là, les gens qui étaient le plus sur le projet, ce sont les gens qui géraient la partie mobile et qui avaient des déconnexions. Parce qu'à force que l'entreprise se retrouve dans les médias toutes les semaines, l'image de marque était très impactée. Mais par contre, eux n'avaient aucun lien avec l'équipe fixe qui gérait l'infraction. Donc là, ils n'ont pas de lien entre eux. Par contre, le projet leur amène un lien assez inattendu et c'est eux qui frappent à notre porte en général pour nous dire, moi, j'ai besoin de vous aider. Eva, j'ai une question. Oui, bien sûr. Concernant les stakeholders, tu disais que tu n'avais pas trop le temps de créer une sorte d'organigramme, etc. Mais pour pouvoir expliquer les processus, il te fallait bien savoir qui faisait quoi, dans quel ordre, qui était partie prenante ou pas. Donc, il te fallait quand même créer ça. Alors, en général, c'est ceux qui
gèrent le processus opérationnel, qui sont nos stakeholders, de ceux qui sont réfractaires au projet et qui ne veulent absolument pas que le projet aboutisse. Donc, plus tu creuses, plus tu vas en trouver, là, pour le coup. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se contente de nos stakeholders légaux dans un premier temps. Le business, mine de rien, on essaye de le tenir assez à distance pour des raisons éthiques, parce que si la personne qui fait l'infraction fait le reporting, il y a un mélange des genres qui n'est pas très désirable. Donc, on le conseille, en fait, on lui demande son avis pour s'assurer qu'il a eu des chances de se défendre. C'est comme ça que je prends la chose. C'est-à-dire que tu n'interfères pas dans le process du projet, hormis pour vérifier le résultat avec nous et vérifier que le résultat pas te convient, mais reflète la réalité. Est-ce que ça répond à ta question? Bruno? Oui, apparemment, un pouce levé, ça me paraît 2 pouces. Ouais, mais c'est moi qui les mets alors. Ouais, c'est ça. On en a mis 2, c'est bon. Comment tu fais avec ta hiérarchie et quel poste tu as occupé en fait? Je veux dire, il y a des pressions énormes. Moi, j'ai l'impression que ce serait plus simple d'être externe, alors qu'en étant interne, alors peut-être que ça se fait comme ça et que c'est la pratique et ce que tu as toujours vécu. En étant interne, je ne sais pas, on a des leviers qu'on peut utiliser et on peut te faire des pressions, si ce n'est parce que c'est ton supérieur hiérarchique, on peut te couper des vacances ou que sais-je. Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé et comment tu as pu gérer ça? Alors, auprès de mes responsables hiérarchiques, j'ai eu des pressions quand j'étais détachée dans le business, pas quand j'étais détachée dans l'IT. Quand j'étais détachée dans l'IT, donc il faut savoir que c'est aussi des entreprises qui ne vont pas très bien, où il y a 70% de turnover par an, et je me suis retrouvée avec 11 managers en 3 ans. Ils n'ont pas le temps de faire de ils repartent. Côté business, oui, il y a forcément des pressions. Alors que ce soit des pressions que j'estime légitimes, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont sûrement perdre leur emploi, perdre leur famille, perdre la maison dans laquelle ils habitent, et que ce sont souvent des directeurs qui sont assez carriéristes, donc c'est très compliqué pour eux. Donc ça, c'est des pressions légitimes, c'est-à-dire qu'ils vont venir et ils vont challenger tout ce que tu fais, ils vont vouloir tout vérifier. Et c'est là où il faut être vraiment carré dans la démarche. Des pressions qui sont moins légitimes, c'est quand ça part en insultes, en menaces ou ce genre de choses-là. Donc, comment je les gère moi d'habitude? J'essaye, dans mon positionnement, d'être le plus impartial possible. Et je vais envie de dire, quasiment jamais prendre d'avis si ce n'est pas appuyé sur de la théorie. Sur comment on fait de la gestion de projet, comment on fait du boulot de billet, comment on fait de la data governance data ou de la data quality. Si je prends une décision qui est parce que je le sens bien, de toute façon, elle sera contestée. Puisque à la fin de la première phase, quand on rend au business les reports, tous ceux qui sont impliqués et qui gèrent le process vont vouloir auditer et justifier. S'ils arrivent à prouver que vous avez tort et que le report n'est pas précis ou pas suffisamment précis, ils vont essayer de vous faire licencier et ils vont sauver leur emploi. Ça, c'est pareil, c'est des remarques, des trucs qui sont légitimes. Là où c'est plus compliqué, c'est quand ils le font sciemment, où l'infraction est, ils le savent, ils savent que c'est une infraction, ils le font délibérément. Vous arrivez pour faire du reporting, et là, en fait, ça met en doute. Donc, ça m'est arrivé de me retrouver cachée à l'étage des avocats avec un avocat qui est un grand russe baraque assis devant la porte à pas bouger de la journée à attendre que je finisse le report. Ça, plus compliqué. Mais de toute façon, on peut pas faire licencier ces gens-là tant que tu n'as pas prouvé, tant que le report n'est pas sorti en fait. Alors, il y a une question, c'est comment tu te retrouvais justement dans ce type de mission? C'est-à-dire, il n'y a pas une place de l'emploi qui recrute ce type. Comment
comment tu te retrouves là, en fait, d'autant que c'est pas juste une fois, et tu l'as fait pour plusieurs entreprises. Ouais. Alors, comment je me suis retrouvée là? Effectivement, c'est pas, je cherche pas un boulot en disant bonjour, est-ce que vous êtes une entreprise véreuse? Parce que moi, je veux bien bosser pour des véreux. Vous avez des Non, problèmes. j'adore les problèmes. Voilà, c'est pas ce genre-là. En général, je suis embauchée comme développeur data. Et par contre, j'ai une passion un petit peu bizarre qui est le matin de 6 à 8, je lis des bouquins de théorie et de recherche sur de la business analysis, sur de la data gouvernance et tout ça. Donc en fait, au premier projet, il vous donne un projet un peu classique. Puis quand il voit que ça, dans les délais, dans la qualité du travail, ça passe. Il y a des projets plus compliqués. Et en fait, sur ces grosses entreprises, il y a quasiment toujours ce genre de projet. Ça répond? Et voilà une autre question d'un participant. Bien sûr. C'est Joseph Nana qui demande si tu as déjà eu des cas de figure non encadrés par la loi et puis en fait comment tu les as gérés. Ouais, ouais. Il y a des cas de figure non encadrés par la loi parce qu'en fait, je ne vais pas dire tous les grands dirigeants, mais pour certains grands dirigeants, être hors la loi, c'est une option. Mais un petit peu comme nous tous. C'est-à-dire que on est, pour ceux qui sont côté français, on est confiné à partir de 18 h. C'est une option de sortir, en fait. Et après, vous décidez de payer l'amende ou pas. Il y a des dirigeants dans lesquels j'étais qui décidaient que sur certaines infractions, que le gouvernement n'allait pas investiguer sur ce truc-là. Donc, si ça rapporte plus de risques, et c'est une analyse risque-bénéfice, un peu la même qu'ils font avec l'environnement ou ce genre de choses-là, on décide d'être hors la loi. Si on se fait choper, on se fait choper. C'est pas grave, mais on prend le risque. Ça m'a jamais dérangé si ils assument les conséquences. Parce qu'évidemment, quand on vient me voir et qu'on me dit tu veux pas coder ce truc-là, mais on en parle à voix basse et on n'écrit pas vraiment les specs? Ah ben non, en fait. C'est-à-dire que tu prends la décision, tu prends le risque qui va avec, mais tu ne le fais pas porter aux développeurs. Ma limite, parce qu'on a tous des limites personnelles, c'est les entreprises qui, pour moi, ont un business model qui n'est pas éthique. Ça, c'est très compliqué. Mais peut-être que j'y arriverai un jour. Hein. Je n'ai pas dit. Il ne faut jamais dire jamais. Et ça m'est arrivé 2 fois de refuser un poste pour ces raisons-là. Vous en avez d'autres? Des questions? Ben, en fait, dans la continuité, Ouais. on a Philippe qui met qu'en gros, il visualise une pression masculine de ses hauts placés face à une femme. Et le coup de l'espion développeur data, il est scotché. Et en fait, il demande si tu n'es pas plus une manageuse de crise en version BA. Ouais, c'est sûrement. Donc, je sais plus si Alain, dans l'intro, tu en as parlé. J'ai écrit un livre sur la business analyst. En fait, je suis issue d'une formation de business analyst. La seule raison pour laquelle je suis développeur, alors il y en a plusieurs, pardon. La première, c'est que quand tu immigres dans un pays où tu ne parles pas la langue, un boulot de business analyst, c'est très compliqué à trouver. Et alors, pour être efficace, c'est encore plus galère. Euh, pour. Et j'ai envie de dire que je gère mes projets avec la vieille que je ne suis pas sûre de ce que je vais développer. Mais j'ai la double casquette, ouais. Et c'est important d'avoir la double casquette parce que c'est. En fait, ils ont aussi besoin de quelqu'un qui est capable de gérer de bout en bout le projet avec la qualité de bout en bout parce que c'est ce genre de projet-là où on se renvoie la patate chaude en fait. On passe son temps à se renvoyer la patate chaude. J'ai bossé pour Natixis pendant la crise financière et c'était exactement ça. Entre MOA et MOE, comme tout le monde avait peur pour son job, à ce moment-là, on ne se concentre pas sur quelle solution on apporte à l'entreprise quand il y a un problème. On se concentre sur surtout, c'est pas moi et j'apporte pas de solution parce que si j'apporte une solution, ça pourrait vouloir dire que je suis la cause du problème. Et c'est souvent panique à bord dans ces cas-là. Encore? J'ai mis les références du livre de Eva voilà, dans le chat. Bon. Dans le chat.
Je suis parti. Il y a une autre Tu... question, Eva, pardon. Je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, Il y a quelqu'un qui demande, c'est Coqueline qui demande, est-ce un choix délibéré de travailler sur ce genre de projet? Si oui, pourquoi? Et j'ajouterais, est-ce que tu fais des choix sur les entreprises qui te sont présentées? alors, espérer, oui et non. C'est-à-dire que quand tu sors d'un projet, tu dis plus jamais. Et puis, on revient toujours à ces anciens amours, hein. Il n'y a rien à faire, hein. On ressort toujours avec. C'est pas possible, vraiment. Il y a un côté qui est très plaisant dans ces projets, c'est que euh, en tant que responsable de projet, on a les mains libres. Et quand je dis les mains libres, c'est carte blanche, surtout. Parce que comme ils veulent surtout pas se mouiller, mettre les mains là-dedans et qu'on est très peu à oser, euh, les managers vont tout faire pour que ça fonctionne. Le projet dont je parlais initialement, on perdait la licence télécom si on finissait pas le projet. Donc concrètement, la boîte, et c'est l'équivalent de Bouygues en Australie, la boîte met la clé sous la porte. Donc ça, c'est un côté plaisant. C'est-à-dire que vous avez toujours quelqu'un pour vous débloquer une situation si vous levez la main en disant on ne peut pas faire ça. Il y a toujours des solutions. Et mais ce que j'aimais beaucoup dans ce genre de projet, c'est l'équipe qui est très fière du boulot qu'elle a fait. Donc, il faut savoir qu'on bosse quand même 80 heures par semaine, qu'on dort au bureau, qu'on a, comme les horaires sont des horaires de tarés et qui étaient illégales à l'époque parce que tellement on bossait, que c'est taxi pour rentrer au week-end. Par contre, les développeurs me disaient à la fin du projet avec les larmes aux yeux en me disant je repars dès que sur ce genre de projet, dès que tu veux, parce que je suis fière du taf qu'on a fait. Ça, c'était la première partie de la question. Et la deuxième, c'est est-ce que donc je choisis. Alors, quand je suis dans une boîte, tu choisis pas vraiment les projets. Une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un qui est capable de gérer ce genre de projet, ils te ramènent dedans et tu n'as pas vraiment le choix, hormis démissionner. Une de mes managers a voulu essayer de me trouver une autre place et elle m'a dit en fait, elle a cherché pour moi dans toute l'entreprise si elle pouvait me trouver un autre job et elle me dit oui, on peut te trouver un autre job. Il y a 6 ou 7 personnes qui veulent t'embaucher. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas te garantir que tu n'y retournes pas. Et au final, je crois que mon poste de développeur informatique, je l'ai fait 2 semaines sur 4 ans, quoi, un truc comme ça. J'arrête pour des raisons de fatigue, d'éthique, et que j'estime que c'est pas respectueux des développeurs. C'est ça qui me fait arrêter en général. Donc, le cas, la dernière démission, concrètement, on avait bossé pendant 6 mois comme des tarés. On avait une semaine de vacances après, et il y a un de mes développeurs qui était un développeur indien qui, lui, avait eu un bébé pendant cette période-là. Il est retourné en Inde pour voir son bébé parce que l'entreprise n'autorisait pas ce que sa famille vienne. Et quand il est retourné en Inde, au bout de 24 heures, ils lui ont demandé de revenir. Sinon, il perdait son visa. Ça, je trouve pas ça correct. Et je ne rentre pas dans une entreprise pour l'instant, donc c'est les raisons éthiques. J'ai refusé Monsanto et j'ai refusé Philippe Morris, mais c'était juste après le décès de mon père qui est décédé de 4 cancers du fumeur. Et j'ai dit là, je suis pas, en fait, je suis pas la bonne personne. Bon, Les normes, pardon? sachant qu'aujourd'hui, tu travailles sur MSC, mais tu n'es pas sur un problème légal, hein. Toutes les entreprises pour lesquelles tu Non, travailles n'ont pas forcément. Voilà, non, faut pas que les personnes qui soient ici, quand ils vont voir ton CV ou ton non, LinkedIn, ils vont se dire, bon alors, tu sais, voilà. non. Pas toutes. J'ai commencé effectivement la semaine dernière chez MSC et apparemment tout va bien. Et il y a déjà des reports compliance alors qu'il n'y a pas il y a pas de crise. Donc apparemment, ils prennent ça en amont, ce qui est plutôt bon signe. Du coup, J'en suis pas là encore. ça mène une question, c'est-à-dire une fois que tu as fait ces projets, quel est l'avenir que tu peux avoir dans la boîte après? Alors en général, très peu. Si vous regardez mon profil, vous allez voir que je saute de boîte en boîte. Euh, alors, il y a
Une raison, c'est qu'une fois que tu es appelé sur des projets, ils savent très bien de quoi il en retourne et que c'est très compliqué de débuter des projets. Parce que ce genre de projet-là, ça se joue, il y a énormément d'affect, mine de rien, avec les développeurs. Il y a énormément de pression, effectivement, mais c'est important qu'au début du projet, au moins, on parte sur de bonnes bases. Euh, Une des raisons aussi pour lesquelles je m'en vais, c'est la fatigue, parce que c'est très usant moralement, physiquement. Je peux prendre jusqu'à 13 kilos sur un projet. Et que ma grande passion, hormis le boulot, c'est de partir voyager avec mon sac à dos. Donc je laisse mon petit mari adoré et je me barre 6 mois dans le Cachemire, en Patagonie ou je sais pas quoi, pour souffler. Et justement pour reprendre un truc à neuf. Euh, Une des raisons aussi qui est compliquée à gérer, je trouve, c'est quand vous travaillez pour le même directeur et que le procès n'est pas encore passé. C'est-à-dire qu'il a plusieurs instructions sur le dos. Vous travaillez sur la première, il revient avec un autre problème, vous faites la deuxième, la troisième aussi. Puis au bout d'un moment, vous avez un peu l'impression d'être pompier dans une équipe de pyromanes. C'est très épuisant parce que moi, je perds la bonne foi, en fait. Je vais rebondir sur la partie positionnement du billet. En fait, ce qui est important, c'est d'être impartial, de prendre des décisions qui sont toujours backées par de la théorie, qui sont toujours appuyées sur de la théorie, et de partir du principe que tout le monde fait de son mieux et que des fois, il y a des erreurs. Donc, les directeurs que vous allez voir en face de vous, ils n'interviennent pas dans le report. Par contre, quand on a le résultat du report, on va lui donner toutes ses chances et on va l'aider au maximum pour justifier qu'il y a certains cas qui ne devraient pas être là, que ce n'est pas de sa faute, que ce n'est pas volontaire ou que le cas que vous avez, ce cas de données, ce record-là, eh ben, il s'explique. À partir de ce moment-là, il sait qu'il ne peut rien sur le report, mais que vous allez faire tout votre possible pour l'aider. Et ce grand directeur qui, au départ, vous voyez comme quelqu'un qui va pointer le doigt à lui, il va vous voir comme quelqu'un qui va l'aider dans les galères. Et c'est important de différencier, notamment dans ces échanges qui sont compliqués, de différencier la personne que vous êtes du report que vous fournissez. S'il hurle, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il a peur du report. C'est pas contre vous. Il peut m'insulter. Effectivement, il y a des menaces sexistes, racistes. Il y en a appel. Ça ne m'a jamais touché, pour être très honnête. C'est justement là qu'il faut commencer par faire les investigations. Celui qui hurle le plus en général, c'est celui qui est le plus en tort. Il y a une question, mais je vais essayer un petit peu de la compléter également. J'imagine que la première fois que tu es retrouvé dans un projet de ce type, est-ce que les objectifs étaient clairs? Est-ce que tu savais où est-ce que ça allait ou tu t'es retrouvé au fur et à mesure? Et puis, une fois que tu as fait la première fois, hein, c'est-à-dire, à la limite, on se fait avoir une fois, mais pas deux, qu'est-ce que tu as fait par la suite, justement, ben, pour bien creuser les objectifs ou le cadre ou bien cadrer ton intervention? Comment tu te protégeais? Et puis, on disait également, à un moment, tu faisais ce genre de mission, tu savais que c'était un petit peu ta dernière mission souvent dans la société. Donc, est-ce que tu mettais en œuvre justement en disant oui, je veux bien prendre la mission, mais sous condition? Alors, le sous condition, on le met au début, au tout début. Alors, oui, mais la première fois, tu n'es pas forcément. Est-ce que la première fois, les choses étaient vraiment claires? C'est-à-dire, par la suite, tu apprends et donc tu peux mettre des conditions. Mais parce que tu sais comment ça se passe. La première fois où tu t'es retrouvé dans un projet comme ça, comment ça s'est passé? Et La qu'est-ce que toute tu as première appris fois que de je me cette suis un peu fois retrouvée dans un projet comme ça, c'était pour Natixis. J'étais dans une boîte Et alors, juste, je te coupe, on précise également que ouais, toutes les sociétés qu'on dit aujourd'hui, hein, on l'a dit, hein, c'est des éléments qu'on a vus dans la presse, que s'on retrouve. Il n'y a pas de secret d'État qu'on va aborder dedans les éléments. On n'est pas en train de parler de choses ou quoi, tout est dans la presse. ouais. Je vous parle vraiment que des choses, des projets qui sont plus dans le placard, concrètement.
Natixis, c'était une petite entreprise qui s'appelait Gestitre, dans laquelle je travaillais, et j'avais été embauchée dans les MOA, dans l'équipe des MOA, parce que j'avais la compétence MOE. Et ma manager m'a dit, voilà, on est racheté par Natixis, on est en plein milieu de la crise financière, il va y avoir des licenciements. Le but, c'est d'arriver en réunion et de faire que tout le monde se focalise sur la solution à fournir. Au départ, pour être très honnête, j'étais jeune et j'avais pas vu le truc. C'était un contrat d'1 an et j'avais pas compris l'ampleur du problème. Après, je pense que c'est des choses dans les négociations de début. Pourquoi on reprend des projets comme ça? Il faut être honnête. Il y a 6 mois de salaire à la clé. Il y a 6 mois de bonus à la clé. Donc ça se réfléchit. Est-ce que vous dites que je suis dans une entreprise qui ne va pas très bien? Est-ce que je bosse 6 mois comme une tarée et que je m'en vais et que j'ai de quoi voyager ou acheter une maison, je ne sais pas ce que vous voulez en faire? Ou est-ce que je n'accepte pas ce genre de projet et que je fais le train-train? Tant qu'ils ne savent pas que vous avez la compétence, vous avez le choix. Une fois qu'ils savent que vous avez la compétence, vous n'avez plus vraiment le choix. Et mes managers que j'avais avaient essayé de défendre. Je pense que c'est pour ça qu'ils sautaient la plupart du temps. Parce qu'ils essayaient de s'opposer en disant que ce n'était pas faisable et que du coup, ils sautaient. Vous me dites ainsi, ça répond à la question. Je ne te vois plus, Thibaut. Eva, on Ouais. aborde le sujet éthique au travers de certaines questions, donc on peut, Ouais. je pense, entrer dans ce Ouais. domaine-là. Philippe nous met sa limite, c'est l'éthique, et que si l'entreprise ne rentre pas dans son cadre-là, ben, il ne prendra pas le projet. Il te rejoint dans ce que tu dis, mais est-ce que des fois, en début de mission, on ne te cache pas l'éthique de l'entreprise ou de la mission? Et puis, sur le même domaine, est-ce qu'il n'y a pas des tentatives de corruption? Est-ce que tu y as été confronté? Est-ce qu'il n'y a pas des influences politiques? Est-ce que voilà. Donc l'éthique en fait comme sujet. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des tentatives? Oui. Faut savoir, alors en Australie et au Canada, ils résolvent le problème, c'est tout simple. Si je fournis des données qui ne sont pas correctes, j'ai une amende sur mon compte perso de 200 000 €. Voilà. Donc en fait, ça répond aussi à la question de pourquoi je prends le projet, si je le prends ou prends pas, c'est qu'à un moment donné, il faut être à peu près sûr de le finir correctement. Et ça empêche je trouve que ça empêche toute influence. C'est-à-dire que si je livre quelque chose qui n'est pas correct, ou le résultat attendu n'est pas le bon, leur problème devient parce que c'est moi qui me retrouve devant les tribunaux. Donc non, en fait. Juste non, parce que ça reste leur problème. Est-ce que je pense que tant qu'on est arrimé à la théorie, tant que vous faites des choix, pas pour faire plaisir à l'un, pour faire plaisir à l'autre, ou parce que vous l'avez écouté, juste parce que le bouquin de recherche, le bouquin d'IBA vous dit faites ça, 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 et vous faites toutes les étapes les unes après les autres, notamment les bonnes pratiques de qualité de données et de modélisation de données, il y a très peu de risques. Parce qu'en fait, il va falloir qu'ils challenge la théorie. Et en général, c'est les gens du business et ils n'ont pas les arguments en face. Puisque tout le report qu'on fournit arrive avec de la documentation qui est auditable. Quelles approches vous avez fait? Comment vous avez fait la qualité de données? Quelle qualité de données vous avez et qui est attendue? Et puis, chaque chiffre est mis dans son contexte. C'est-à-dire qu'on fournit un chiffre, mais on fournit aussi tout ce qu'on n'a pas compté. Et pour quelle raison on ne l'a pas compté, ligne à ligne. Et on sait qu'on est audité ligne à ligne. C'est-à-dire qu'il peut nous dire, vous n'avez pas compté ces 10 clients-là dans cette infraction-là. Quels sont ces clients-là? Quels sont leurs cas? Et justifiez-les. Qu'à un moment donné, vous pouvez essayer sur les premières itérations des questions, vous pouvez essayer de mentir, mais vous allez vous faire toper à la fin et on recommence tout depuis le début. Donc,
En général, c'est ce qui arrive dans les entreprises. En fait, la personne qui est responsable du process fait le premier report. Il travaille pendant 6 mois avec le gouvernement, il se fait toper et là, ça nous revient. Tu as pas d'expérience dans ces projets. Est-ce que tu as dégagé une espèce de systématique, de démarche, de processus pour traiter ce genre de problématique? Et est-ce que tu penses qu'elle est différente d'un projet standard? Alors, il y a des différences sur un projet standard parce que, notamment, on ne montre pas les données, jamais. C'était une des choses dont on parlait. Si vous montrez les données, vous allez vous mettre tout le monde à dos. Donc, en fait, tous les tests, toute l'analyse se fait sans jamais montrer le report. Tant que vous ne montrez pas le report, ils vont se mettre d'accord sur des règles de gestion et ça leur va. À partir du moment où vous montrez le report, les gens se cristallisent sur les mauvaises nouvelles. Et là, ça devient la panique. Il y a notamment la qualité de données. On ne travaille jamais sur les erreurs de qualité, les bugs de qualité. On travaille toujours à partir du scénario nominal. Vous demandez au business quel est le processus normal. Et après, vous venez avec toutes les occurrences du processus qui ne fonctionnent pas. Mais on définit toujours la bonne qualité, on ne définit jamais la mauvaise. Parce que c'est pareil, la mauvaise, on peut en avoir à l'appel. Ça, c'est pour la technique, je vais dire, des données. Souvent, avec mes stakeholders, j'amène des métaphores. Ça aide notamment les avocats qui ne sont pas du tout dans le domaine, des gens qui sont complètement externes à travailler avec nous. Donc, je travaille avec la métaphore du restaurant. Quand vous êtes sur votre data warehouse, donc là, c'est plus données que billets. Quand vous êtes sur votre data warehouse, les données, elles sont soit pas là du tout, soit déjà stockées, soit déjà dans des reports. Donc, quand on travaille, on leur dit, c'est comme gérer un restaurant. C'est soit vous êtes au service, soit vous êtes dans la cuisine, soit vous êtes carrément au champ en train de faire pousser vos légumes. Et ça permet d'embarquer des gens qui sont externes à l'entreprise ou du management de haut niveau très rapidement. Ils ont une idée de la faisabilité. Si les carottes, elles sont dans le champ, on sait qu'on ne peut pas fournir. Je travaille aussi sur la qualité de données avec des exemples de sauvetage en mer. C'est important aussi au départ de ces projets de vraiment consolider une culture de projet. Et on y attache énormément d'attention. Le mouton aussi, la métaphore du mouton, du pull et celle du froid. Sur les projets, on parle très régulièrement de de besoins fonctionnels ou besoins techniques. Mais en fait, il y a le besoin métier sur lequel on ne travaille pas vraiment la plupart du temps. Donc, c'est un petit peu comme si votre utilisateur vous disait j'ai besoin d'un pull, ok, j'ai un mouton, je te fais de la laine. Vous avez le besoin fonctionnel et le besoin technique. Mais en fait, le besoin vraiment de votre utilisateur, c'est qu'il a froid. Donc, il a besoin d'un pull. Avec les stakeholders qui gèrent le processus opérationnel, je ne parle que du froid. Quand vous les abordez, si vous parlez déjà de la solution que vous allez fournir, vous parlez de leurs problèmes. Et là, ils vont se dire non, mais c'est pas moi, ils vont essayer de justifier ce qui se passe et vous en sortez plus. Et ça devient un frein au projet. Si vous parlez à ce moment-là de leur business, c'est-à-dire, OK, laisse tomber le projet, explique-moi ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment ça se passe et tout. Vous avez une chance d'avoir d'arriver avec votre process fonctionnel. C'est aussi des gens qui, la plupart du temps, sont sous un stress énorme parce qu'ils savent qu'il y a des audits qui arrivent, qui ont plein de gros problèmes et qui sont très contents de vider leur sac à quelqu'un d'externe. Il ne faut pas louper ça au début de projet. Si vous loupez ça au début de projet, c'est très très compliqué de revenir en arrière pour récupérer ce genre d'informations-là. Dans ce que tu dis, il y a deux éléments sur lesquels je veux relever sur les aspects business analyse. C'est le premier, on dit que le business analyst est un facilitateur.
un facilitateur généralement entre le métier et la DSI. Là, tu es également une troisième partie prenante qui sont les avocats. En somme, on a de la data, on a des informations. Il faut que tout ça se soit matérialisé pour pouvoir aller en justice et que les avocats puissent faire leur travail derrière. Le deuxième, c'est également mettre en évidence la notion d'hésitation. Hein, c'est la compétence clé du business analyst. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens du groupe d'études là dans les participants, où j'ai assisté encore hier sur la notion de la compétence d'hésitation. Quand la personne te dit j'ai besoin d'un pull, il ne t'a pas exprimé un besoin, très clairement. L'hésitation peut faire que c'est justement aller creuser pourquoi tu as froid. Ouais. Mais en fait, c'est très difficile. Donc, le besoin, c'est bien que tu as froid. Ouais. Et c'est la vraie compétence du business analyst là-dessus. Ça, c'est la vraie compétence. Et c'est à ça qu'on dépend les business analysts. Et je trouve que c'est très difficile de renverser la vapeur une fois qu'il vous parle du pull, de lui faire exprimer qu'il a froid. Alors que le faire au tout début, poser tout et arriver de façon complètement naïve. Bonjour, je comprends rien, expliquez-moi. Ça marche beaucoup mieux. Dans ce genre de projet-là, bêtement, donc dans les techniques personnelles de biais, donc les techniques de biais, c'est vraiment coller à la théorie. Nous, sur de la data, je vais faire processus opérationnel, les systèmes qui supportent le processus opérationnel, les données qui supportent le processus opérationnel, et on part de là. Parce qu'en fait, ce qui est audité, c'est le processus opérationnel et ce n'est pas le processus de data. Et après, tout l'enjeu va être que lorsque vous fournissez un report de données, vous avez toujours deux processus sur lequel vous faites du report. Vous avez celui de l'opérationnel, mais vous avez aussi celui technique, les données qui arrivent tard, les données qui ne sont pas de bonne qualité parce que le système fonctionne à des bugs ou ce genre de choses-là. Et le but, ça va être de justifier l'un sans être pollué par l'autre. Et d'arriver à trouver, quand vous avez un problème dans les données, d'arriver à trouver si c'est vraiment l'infraction ou si c'est juste nous, derrière, on fait encore pire, on empire le souci. Dans les techniques personnelles, il y a effectivement différencier les faits de l'interprétation qu'on en fait. Il y a un modèle en développement personnel qui est le modèle de Brooke, qui est très intéressant là-dessus. Un fait est un fait et c'est pas bien, c'est pas mal. C'est l'interprétation que vous en faites qui est bien ou mal. Ça évite de se prendre les coups dans la tête en permanence et de prendre du recul sur ce genre de choses-là. Je travaille beaucoup avec de l'humour parce que quand déjà ça fait relâcher le stress à l'équipe, ça crée une cohésion d'équipe. Et aussi avec les parties prenantes, c'est très compliqué de s'énerver après quelqu'un avec qui vous rigolez habituellement. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc l'humour, vous me verrez en mettre tout le temps partout. Ma nouvelle équipe d'ailleurs est un petit peu surprise du sujet. Pour s'assurer que même en temps normal, la tension est au plus bas possible parce que c'est vraiment comme un couvercle et puis quand ça pète, c'est trop tard en fait. Vous avez d'autres questions? Dites-moi tout. Oui. Juste également, hein, dans ce que tu disais, encore, je me permets, qui était, tu as Socrate, Socrate, un tout business analyst, quand il va aborder ses missions, qui va venir voir ses parties prenantes. Toi, tu disais un petit peu, je ne connais pas ton métier, explique-moi. Là-dessus, c'était vraiment, c'est un conseil, hein, ce soir encore. Socrate disait, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, vous devez venir également auprès de vos parties prenantes avec cette approche-là. Et d'ailleurs, ça remet aussi très souvent dans d'autres conférences ou autres, quand je parle souvent comme quoi le business analyst sectoriel, j'ai beaucoup de mal à y croire. Enfin, du moins, j'ai un problème avec. Comme la notion d'expert, quand on devient expert, on n'est plus quelqu'un qui ne sait pas. Et donc, on a un problème dans les citations. C'était ce qu'il y a sur ce projet-là, ce qu'il y a aussi, c'est le think out of the box. Essayez de vraiment de réfléchir à toutes les options que vous avez. Une des options sur un des projets qui m'a paru le plus intéressante, c'était
mon utilisateur, donc il avait fait ses petits rapports sous Access et il fallait qu'on automatise le truc. C'est un monsieur de 65 ans qui gérait tout un entrepôt de données, tout un entrepôt logistique avec ça, et qui a très vite compris que si le projet aboutissait, il perdait son boulot. Le problème, c'est que le projet à un moment donné doit aboutir, et la solution qu'on a trouvée, c'est en fait lui faire passer des formations pour lui faire devenir développeur et qu'il ait une promotion. Et là, il nous a donné les règles de gestion. Cette promotion, la formation et tout, inclus dans le coût du projet. Et on a promu quelqu'un et là, on l'a changé de poste juste pour avoir les règles de gestion. Parce que lui est arrivé en réunion en disant « Je ne vous dirai rien des vous ». Celle-là, je l'ai trouvée intéressante de prendre les stakeholders qui étaient récalcitrants au projet et de les impliquer au cœur du projet pour y arriver. D'autres? Eva, oui, j'interviens. Tu as parlé de think out of the box. Alors, ça me parle beaucoup puisque en stratégie militaire, c'est ce que l'on dit très régulièrement. Je fais de la planification. J'ai une question de Joseph qui me fait penser à la planification. Puisque tu interviens quand c'est trop tard, quand il y a quelque chose à prouver à la justice ou à des États, sa question, c'est que pouvons-nous signer finalement en amont comme contrat pour pouvoir encadrer les éventuels incidents liés à la data légale? Comment se protéger? Et justement, pourquoi ne pas le faire avant que ça arrive, puisque tu es capable de tout mettre proprement les choses quand c'est la crise, hein, pourquoi pas le faire avant finalement? Alors, pourquoi on ne le fait pas avant? C'est la plupart du temps parce que l'entreprise fonctionne déjà bien. Après, moi, je travaille que dans des entreprises qui ne fonctionnent pas très bien, sauf l'actuelle, je ne sais pas encore. Mais ils ne le font pas parce que la plupart du temps, ce n'est pas dans leurs objectifs. Les équipes pour lesquelles je travaillais avaient un objectif chiffré par an de clients qui devaient migrer. Donc, on leur disait, voilà, l'entreprise reçoit X milliers d'euros pour chaque client qui est migré sur le nouveau réseau. Débrouillez-vous pour nous migrer le maximum de clients et vous avez un objectif de tant de clients par an. Peu importe si c'est les gars, leur objectif n'avait pas une composante légale. Donc, en fait, il faudrait que pour calculer les bonus de fin d'année de tout le monde, il y ait une composante légale pour que ça fonctionne vraiment. Hormis ça, chacun fait un petit peu comme il le pense, voire quand vous avez beaucoup de turnover, comme on lui a dit de faire, quelqu'un qui lui a dit, moi je me suis retrouvée avec des gens qui avaient le boulot de 6 personnes et ils venaient d'arriver dans l'entreprise. Ils sont arrivés il y a 3 mois, on leur a foutu le boulot de 6 personnes, et ben tu fais comme tu peux au quotidien et tu n'as pas eu le temps de consulter vraiment les avocats, vraiment ce qui se passait. Ça, c'est pour quand c'est pas fait sciemment. Après, il y a carrément des projets où ils te disent, nous, notre objectif, c'est de fournir ce data warehouse-là. On n'a pas impliqué le légal parce qu'on savait qu'il allait nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y a beaucoup de fois où le légal, effectivement, c'est des bâtons dans les roues. En se disant, ça va passer. Ça va passer. C'est de la gestion du risque pure. Hormis si c'est dans les process, hormis si vous avez quelqu'un à la tête de l'entreprise qui est très carré, très, très réglo sur ce qu'il fait, il y en a toujours du risque derrière. C'est pour ça qu'il y a des départements légaux qui existent. Compliance et légal, ils sont là pour ça. Donc c'est un risque courant. Il y a quelque chose sur ce que tu as dit qui me fait, qui m'interloque et qui me fait presque bondir. Je fais de la stratégie, comme je l'ai dit. Je vois des entreprises qui ont une mauvaise vision, une mauvaise analyse du risque et qui gèrent la crise après en toute catastrophe. Je me demande comment on peut être directeur d'une entreprise et amener ses managers dans le mur comme ça, quoi. Alors, j'ai essayé de me faire licencier pendant 1 an. S'ils ne licencient pas, c'est qu'il y a plus de cadavres dans le placard que hors du placard. Voilà. C'est pas forcément une mauvaise gestion. Si le gouvernement ne te chope pas,
Je dis pas que c'est éthique. Je dis pas que c'est éthique, je ne dis pas que ça gratte pas. Mais c'est une option et les grands PDG sont aussi payés aussi cher pour prendre ce genre de décision. La différence entre un grand manager et du management, du middle management, c'est que les grands managers sont aussi bien payés pour prendre ce genre de risque et ce genre de décision, où ils prennent des décisions au quotidien, où ils ne connaissent pas la moitié des tenants et des aboutissants. Et ça fait partie du... Un PDG qui touche bien ses dividendes, c'est un PDG qui ne s'est pas fait attraper. Pour moi, ça en fait partie, ouais. On fait partie. Ou alors, il te donne il donnait ce qu'ils appellent du gardening. Du gardening, c'est-à-dire que tu es licencié, mais tu es payé pendant 1 ou 2 ans pour faire du jardinage chez toi et surtout pour rester chez toi. Est-ce qui t'est arrivé là-dessus toi-même, un peu au-delà de t'avoir été licencié, ou tu as eu justement des primes exceptionnelles enfin, il y a une question un petit peu là-dessus. Est-ce que tu as eu des influences tu as été influencé, on a essayé de faire une tentative de corruption, voire même parfois des influences politiques internes à l'entreprise ou des politiques externes légales qui ont tenté de t'influencer ou de faire en sorte de guider un petit peu ce que tu pouvais dire. Et puis toi, derrière, quels sont les garde-fous que toi-même tu mets en place pour garder une certaine éthique, pour le soir continuer à dormir sur tes deux oreilles? Ouais. Alors, il faut savoir que je ne dors pas sur mes deux oreilles à partir du moment où j'ai un doute potentiel sur la façon dont j'aurais phrasé un email. Moi, c'est terrible. Donc, j'ai pas trop d'autres choix, sinon je ne peux pas continuer le projet. C'est une limitation que j'ai. Les garde-fous que j'ai, bêtement, de l'argent sur le compte en banque. Parce que ça veut dire que si un jour j'estime critique, je m'en vais. Et ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Est-ce qu'il y a des tentatives de pression? Moi, j'en ai pas eu, j'en ai vu. J'en ai pas eu. Est-ce que les insultes sont une tentative de pression? Est-ce que j'ai... En fait, il y a plein de gens qui diraient oui, c'en est. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas été sensible. Vous pouvez m'insulter en réunion, ça ne me dérange absolument pas. Il y a des gens qui diront que c'est de la pression, que c'est de l'acharnement, que c'est du mobbing. C'est pareil, tant que vous différenciez les faits et de l'interprétation, il m'a insulté, voilà quoi. J'ai tendance à répondre par de l'humour pour désamorcer ça. J'ai vu des pressions où des gens qui travaillaient, on leur disait surtout va pas parler à Eva. Et puis cette personne est venue me voir en me disant ça fait 20 fois qu'on me dit de ne pas te parler, je ne comprends pas pourquoi. Quand j'ai expliqué sur quoi je travaillais, c'était effectivement des pressions pour faire des choses qui n'étaient pas clean. Ils savaient pertinemment que ce n'était pas clean et que dès qu'on allait se parler, le mec allait comprendre. Donc ils utilisent souvent pour faire des choses illégales justement des externes pour les faire sauter, en fait. Et les boîtes pour lesquelles je bossais, ils sont déjà tellement dans les médias qu'en fait, si ils vous font des pressions à ce moment-là, et c'est arrivé chez d'autres. Alors, c'était pas des pressions, c'était des employés qui étaient très mécontents de l'entreprise et qui, du coup, ont fait fuiter des informations privées dans la presse. Et ils ont tellement peur de ça qu'ils n'ont pas essayé. J'ai eu des pressions pour finir le projet, évidemment. Alors, je vais vous faire rire. Quand je dis que je le prends avec de l'humour, c'est à peu près ça. Le chef de projet qui était en charge du truc est arrivé en me disant il faut construire le rapport, le data warehouse, le rapport, trouver les clients des 5 dernières années, les rembourser pour vendredi. Et j'ai que l'article de loi. OK, du coup, c'est pas possible pour vendredi. Alors, il débarquait toutes les 20 minutes à mon bureau en me disant oui, mais je vais faire venir les chefs et tout. J'ai dit mais tu peux parce que de toute façon pour vendredi, c'est pas possible. Donc, il m'a demandé un jour quelle est la première étape de ce projet. Et ma réponse a été la première étape de ce projet, c'est d'aller en terrasse pour prendre un café et se détendre. Il a été très surpris par ma réponse. Et en fait, bah ouais, si c'est la dernière semaine que je vais passer tranquille,
si c'est la dernière semaine où je ne vais pas être devant le tribunal, où je ne vais pas avoir d'amende exceptionnelle parce que j'ai livré n'importe quoi le vendredi soir, je vais aller profiter de ma semaine. Il n'a plus jamais réessayé. Pareil, l'argent sur le compte en banque, euh, c'est des réponses. En fait, ça offre la liberté d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus tranchantes que vous le ferez s'il y a un prêt, s'il y a des enfants, ce genre de choses-là. Ça m'est arrivé de répondre, j'avais rendu un rapport dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin et à 8 heures du matin, on se prend un email en disant il manque ces informations-là alors qu'elles n'étaient pas du tout demandées au départ. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit l'avocat m'a sauté dessus, tu peux avoir les données, tu peux avoir les données. Et j'ai dit je ne sais pas si je peux avoir les données, j'ai qu'une envie, c'est démissionner, il n'y a pas de merci, il n'y a rien. Et ce genre de pression-là tombe tout de suite parce qu'ils savent très bien que tu n'as qu'une envie, c'est de partir. Et qu'ils n'ont plus personne sous la main après pour résoudre le problème. Donc, ils ne peuvent pas se le permettre, en fait. Mais ça demande beaucoup de détachement et de voir son boulot comme quelque chose de très annexe. D'autres? Alors, il y a pas mal Dites, de hein. questions, notamment sur le réel commanditaire. Le commanditaire, est-ce que, de certaine manière, c'est pas la justice, ton commanditaire, qui est intégré? Alors, tu l'as un petit peu répondu en disant que c'est un département interne à l'entreprise, le département légal qui est entre deux chaises, entre guillemets, entre celui de la société Ouais, et celui qui rend des comptes à la justice. ouais. Ça peut être le département légal, ça peut être les médias. Le PDG débarque aux 20 heures la semaine prochaine pour justifier du problème. Démerdez-vous, il faut qu'il arrive avec des chiffres. Donc là, les projets sont un peu différents parce que justement, c'est pas qu'on peut truquer les chiffres, c'est qu'en fonction de ce qu'il va dire, on peut donner les chiffres qu'on a. Elle est plutôt là, la variation. Euh, les projets où c'est du gouvernement, c'est pareil. Si le PDG se retrouve devant, alors nous, c'était l'équivalent de l'Assemblée nationale, à justifier des problèmes, il peut se permettre de répondre, je vous répondrai plus tard. Puis on sait quelle va être la suite du projet. Il n'y a que le tribunal où là, c'est comme ça. Donc le commanditaire dans la presse, c'est plus le PDG et la direction de la communication. Euh, le légal, c'est purement le régulateur. Parce qu'ils ont deux organes de régulation. Je ne sais pas comment ça marche en France et en Suisse encore, mais voilà. Ça dépend vraiment. Après, il y a des audits d'avocats. Donc là, c'est des avocats externes. C'est les plus compliqués à gérer. C'est parce que même s'ils sont avocats externes, ils sont mandatés par le gouvernement, payés par l'entreprise qui vous embauche quand même, à une fortune. Et puis là, ils connaissent pas du tout le fonctionnement interne de l'entreprise. Donc, il faut tout leur expliquer. Ils ne sont pas spécialisés en télécom. Enfin, là, vous vous retrouvez face à des stakeholders et des commanditaires qui sont complètement, pas hors sol, mais comme ils nous disent, explique-moi comme si j'avais 7 ans. Puis à la réunion d'après, il fait, j'ai 8 ans maintenant. C'est très... Il y a encore pas mal de questions, j'en reformule une. Euh, Ouais. J'imagine que dans les différentes interventions, on a dû parfois, les stakeholders, de confier des éléments, de confier des choses par rapport au processus, par rapport à la manière dont les choses étaient faites, ou voir où aller gratter, et qu'en fait, la personne, en te disant ça de bonne foi, sans forcément avoir eu les impacts, mais en fait, la chose se retourne contre elle. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça, c'est-à-dire, d'une certaine manière, une forme de trahison par rapport à ce qui t'aura pu être dit. Euh, et est-ce que tu t'es déjà retrouvé à une personne qui n'était pas réellement coupable dans le process, qui te fait une confidence, se retrouve du coup lui-même, de par ton travail, du coup, dans une phase où il est lui-même coupable, en fait, et se retrouve coupable à son insu. Je me suis jamais retrouvée face à des gens
qui avouaient être coupables par une confidence. Ils avouent être coupables par leur comportement, en fait. Beaucoup plus. Beaucoup plus. S'ils sont sur votre dos toute la journée, c'est qu'ils sont flippés. Donc, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Ou les gens qui répondent pas et qui s'inquiètent pas. Il y a un Français qui dit quand c'est flou, il y a un loup. Bah, celle-là, elle est tellement vraie. Quand les réponses qu'ils te font, elles sont. Tu sens qu'il a retourné l'email dans 50 sens et que ça ne veut plus rien dire, le truc. Si la réponse n'est pas claire, c'est qu'il y a un loup. Euh, Alors, dans les reports, dans les lois anglaises, comme c'est fait, c'est qu'il y a l'esprit de la loi. Donc, vous avez le droit d'interpréter la loi sans mentir. Et je trouve que c'est là aussi tout l'intérêt de ces projets-là. La loi vous dit, vous ne devez pas tromper le client. À vous de définir ce qu'est un client, à vous de définir ce qu'est trompé. Oui, je Vous t'interromps devez 2 minutes faire de bonnes. là-dessus pour rapport. Oui. Je t'interromps 2 minutes, hein, ce qu'on disait au moment de la préparation. On touche du doigt quelque chose qui est important et qui est très différent entre ce que l'on peut avoir en France, en Suisse, ce que l'on peut avoir en Australie ou en Angleterre, aux États-Unis. Hein. Nous, on est sur un droit dit Ouais. romain, c'est-à-dire qui s'appuie sur, il y a une loi et ce qui est, la loi encadre ce que l'on a droit ou pas de faire. Et à côté de ça, il y a le droit anglo-saxon qui a un droit beaucoup plus court que le nôtre, mais qui est très interprété par la jurisprudence et par les mœurs. L'un et l'autre sont très très différents, ce qui fait que on a une perception parfois très différente, ce qui du coup amène très souvent en France quand on nous critique le droit du travail qui justement encadre tout ça, ou par rapport à nos anglo-saxons, en fait le droit est très court, mais par contre la jurisprudence elle est beaucoup plus forte. Ouais. C'était une Donc précision. là, ouais. Donc dans le droit anglophone, eux, ce qu'ils font, c'est que voilà, ils vous disent, vous ne devez pas tromper votre client. À vous de définir ce qu'est un client. Donc si vous vendez des téléphones mobiles, est-ce que le client c'est la personne? Est-ce que c'est la maison dans laquelle vous installez la ligne? Est-ce que c'est le numéro de téléphone, le contrat, parce qu'il peut y avoir plusieurs contrats? À vous d'interpréter comme ça vous plaît. Vous devez juste justifier comment vous l'avez interprété, quelles sont les options que vous n'avez pas considérées, donc vous devez être transparent, et quel est le résultat que vous avez à partir de ça. Donc, par exemple, les clients, je vais dire, ça peut être le numéro de téléphone, il faut qu'il soit encore actif, il faut qu'il soit, je ne sais pas moi, il faut que le client ait payé, parce que vous pouvez le déconnecter s'il ne paye pas du tout, les impayés, on fait quoi? Et puis, le gouvernement va dire, OK, je suis juste pas d'accord avec cette interprétation-là pour cette raison-là. Et il va vous demander de changer vos règles de gestion. Et c'est là que rentre en jeu OK, définition du client version 1, définition du client version 2. Et vous allez soit creuser et approfondir dans les données, soit changer les règles de gestion techniques ou fonctionnelles. Et le but, c'est de ne pas se perdre entre toutes les vagues de questions. On peut avoir 15, 20 vagues de questions. De ne pas se perdre entre toutes les vagues de questions et de rester cohérent, même en changeant les redéfinitions. C'est aussi un vrai jeu d'échecs parce que vous vous interprétez dans l'intérêt de l'entreprise. Et c'est officiel. Donc on ne ment pas, mais on choisit l'option qui est la mieux pour l'entreprise ou que les avocats arrivent à défendre. Des fois, elle est moins bien pour l'entreprise, mais l'avocat te dit ça, c'est complètement défendable pour moi. Donc, on va prendre cette option-là. Tant qu'on ne ment pas, et qu'il n'y a pas de mensonge par omission, hein. Ça n'existe pas. C'est pareil, c'est du mensonge. Oui, cela encore, hein, ça rejoint, on parlait des notions de droit, mais dans la culture anglo-saxonne, la notion de mensonge est beaucoup plus importante que Ouais. ce que l'on peut avoir en France ou en Mais, Europe. mais tu ne l'as pas forcément sur le droit, ça. Tu as toujours un business, un stakeholder, pardon, une partie prenante sur ton projet qui arrive et qui veut définir les specs de ton projet comme lui, ça l'emballe. Ça lui chante. Et qui ne fait pas la différence entre le besoin de l'entreprise et le besoin de la partie prenante. Souvent, quand on a une partie prenante, elle veut finir le projet pour aujourd'hui. Alors qu'en fait, en prenant un tout petit peu plus de temps, l'entreprise, elle peut faire
un projet pour plein de business units en même temps. Donc, tu vas toujours avoir ce genre de choses où les gens vont essayer de te pousser dans le sens qui les arrange et pas dans l'intérêt de l'entreprise. Alors, tu as une question qui également, qui est pour libérer la parole, donc les personnes avec qui tu vas échanger, il faut aussi qu'on soit en capacité de donner une porte de sortie qui soit acceptable à ces personnes. Pour cela, ben, normalement, les directions RH les directions et les RH du coup, devraient être engagées. Est-ce que, ou alors c'est toi qui vas t'en assurer, qui va définir, on va dire, les grands termes de la porte de sortie, qui formalise à un moment cette définition? Quand Moi, on vient donner une... je formalise pas ça. Notamment parce que quand le procès a lieu, en général, je suis déjà plus dans l'entreprise, en fait. J'ai des nouvelles. J'ai quand même des nouvelles, faut pas se leurrer, mais rare que je sois encore dans l'entreprise quand ça... Parce qu'il y a énormément de... Le jugement, le temps qu'il soit appliqué, le temps que l'entreprise, des fois, fasse appel et tout ça, juridiquement, il y a plein de volets qui s'enchaînent. Ce que moi, j'offre à toutes mes parties prenantes, parce qu'au départ, ça hurle et ça crie. Et je leur dis, écoutez, je vais fournir le rapport. De toute façon, quoi qu'on fasse, il va falloir fournir quelque chose, sinon tout le monde perd son job. Il n'y a pas d'autre option. Le seul truc, c'est que je vais vous donner le maximum de temps et tout ce que vous avez besoin pour justifier cas par cas le pourquoi. Pourquoi on en est arrivé avec ces chiffres-là. Et les parties prenantes qui au départ sont récalcitrantes vont finir par s'asseoir parce qu'ils savent que, OK, c'est la merde, mais ça va s'ils n'aident pas. Parce que moi, je ne peux pas justifier pourquoi pourquoi il y a 5000 clients qu'on a déconnectés. Hormis le mec du business qui s'assoit à côté de moi et qui me dit ceux-là, je les ai déconnectés pour telle raison. Donc, on va le mettre dans le rapport. Ceux-là, oui, ils ont été déconnectés, mais il y a vraiment une raison. Il y a vraiment une raison à l'infraction. C'est pareil quand vous travaillez sur les bugs de BlackBerry. Oui, il y a des bugs. Mais est-ce que l'équipe qui gère le module, c'est vraiment sa responsabilité? Ben, vous allez voir les managers les uns après les autres et on va aller vérifier tout. Et on vérifie sur le scénario. On ne vérifie pas sur le volume. Si vous vérifiez sur le volume, ils vont remettre en cause votre rapport tout de suite. Alors, justement, Il faut sur les ouais. personnes que tu vas voir, qui t'accompagnent, est-ce que tu as des postes de type le pilote de processus ou les risques managers qui t'accompagnent dedans, justement, ces définitions, qui t'aident ou Est-ce que tu définis, est-ce qu'en entrée de jeu, on définit avec le risque manager des risques par rapport au projet ou les risques afférents aux différentes parties prenantes? Est-ce que quand ces risques sont identifiés, on va voir les parties prenantes ou les parties prenantes qui sont soumises à risque et à qui on va proposer, on va leur expliquer les risques et eux vont émettre un avis en les acceptant ou en les rejetant ou en les mitigeant ou pour toi c'est déjà trop tard cette phase-là? C'est déjà trop tard cette phase-là. En fait, il y a un risque, on ferme la boîte. Autre risque, à part celui-là, il y en a plus en fait. Ça n'existe plus. Et c'est un risque qui est tellement important sur ce genre de projet que l'analyse de risque, pour être très honnête, elle se tient à ça. Et tout le monde te le dit en réunion, dès qu'il y en a un qui veut faire ce qu'ils appellent de la paperasse, c'est-à-dire que c'est considéré comme toute documentation qui n'est pas donnée au gouvernement, c'est considéré de la paperasse. Les gens vont vous répondre sur ce genre de projet. Non, mais là, on perd notre boulot si on finit pas le projet. Donc, faire bien ou je ne sais pas quoi, on fait pas de documentation de projet, on fait de documentation de produit seulement. Et je dis pas que c'est bien. Il y a aussi un autre truc dans ces projets, c'est qu'ils sont dédiés au projet limite H24, qu'on est tous dans la même salle et que les décisions se prennent toutes collégialement. Le développeur qui développe a besoin d'être confortable avec les décisions qui sont prises. Donc, c'est en équipe qu'on prend toutes les décisions. C'est aussi important pour ne pas se retrouver avec ce mode patate chaude. Le mode patate chaude, c'est terrible sur ce genre de projet. Ce que tu Donc, disais, il faut prendre... Tu disais un Ouais. point lors de la présentation qui était très intéressant, c'est que, en tout cas, ça a été le cas dans un des projets,
euh, toi, tu n'arrives pas avec une équipe projet conçue, enfin déployée. C'est-à-dire, au moment où on te donne le projet, on te dit de quoi tu as besoin. Et là, en fait, tu vas faire ton marché dans ton équipe projet. Et cette équipe projet, justement, elle a autre chose aussi à faire à côté du projet. Et donc, Ouais. tu parles de faire toute décision ou tout positionnement fait acte de collaboration d'une certaine manière. Ouais. C'est ce que tu disais, c'était un élément important pour toi, hein, qu'on comprend aussi dans les démarches agiles, hein, sur le dit au passage, qui est important pour toi justement pour consolider justement cette équipe, cet esprit de groupe et de projet. Ouais. Quand on prend les gens sur le projet, euh, on les prend euh, pour deux critères. Ils ont une compétence particulière, certes, mais ils sont motivés et ils ont envie de faire le projet. Parce que à 80 heures par semaine, je suis pas leur manager direct. Euh, S'il n'a pas envie de bosser et qu'il veut aller prendre des pauses café, on va jamais s'en sortir, quoi. Euh, donc, on leur explique dès le départ, on leur explique c'est ce genre de projet-là, c'est comme ça, vous levez la main, vous vous portez volontaire. Donc, en général, c'est le grand directeur de la data qui ramène je sais pas, tous les gens qu'il y a dans l'entreprise qui font plus ou moins du reporting, plus ou moins sur ce sujet-là ou pas du tout. Et puis, on explique le genre de projet, on explique ce que ça va être, ce qu'on va leur demander en énergie, en effort. Donc, ça va être aller à l'hôtel pendant 6 mois parce qu'il faut quitter la famille, parce qu'il faut les faire voler de l'autre bout du pays. Euh, et on explique quelle est ce qu'il y a à gagner derrière. Donc, ça va être soit de la reconnaissance de management, soit il y en a certains, beaucoup d'étrangers prennent ça, parce qu'il y a des visas à la clé, des fois. Euh, la motivation, moi, ce que j'ai vu, ceux qui revenaient sur les projets, c'est ce qui faisaient ces projets-là et qui tenaient jusqu'au bout du projet, c'est des gens qui étaient là parce qu'ils avaient envie d'une expérience d'équipe. Parce ils avaient besoin d'être fiers de ce qu'ils faisaient et que quand c'est des boîtes où ça marche pas très bien, en général, les développeurs, ils sont sous pression, on fait toujours du vite fait, mal fait avec 3 bouts de ficelle, et puis voilà. Là, ils savent que ils vont avoir la main sur leur solution et qu'ils vont faire quelque chose dont ils peuvent être fiers, en fait. C'est ceux qui tiennent jusqu'au bout du projet, les autres tiennent pas. Il y a Ouais, d'autres questions toujours, parce qu'on en a pas mal. Hein, on je vois, va, il y a 16 nouveaux messages par rapport à là où j'en suis. Désolée, Euh, j'essaie de faire plus court. il demande, est-ce que tu as déjà eu été affaire à des menaces importantes ou des personnes ou autre style, hein, par des personnes qui étaient mécontentes du résultat? Il me semble que, et pareil, hein, peut-être que tu l'avais évoqué, que lors d'une de tes missions, euh, tu savais que c'était ton N+1 qui allait être jugé à la fin de la mission, par exemple, dans un des Ouais. cas. Est-ce que tu as déjà eu donc des menaces là-dessus? Et toi-même, est-ce que tu as eu des descentes de police chez toi ou des perquisitions, séquestres de matériel ou autre? Alors, j'ai pas eu. L'équipe d'à côté a eu le jour de mon départ. C'est pas pour moi. J'ai pas eu Après, les menaces, j'ai envie de dire les menaces, c'est parce qu'ils vous ont trouvé votre point faible. Ils ont trouvé. euh, Il y a une interview de Christiane Taubira où elle dit exactement les gens arrivent à vous attaquer et vous toucher parce que vous prenez leurs flèches et vous les mettez dans votre point faible. Mais sur le coup, la personne euh, va pas te faire une menace en disant ouais, ça va marcher. C'est très, très rare. Ils vont faire des menaces parce qu'ils ont peur, mais pas pour vous spécialement. Euh, Moi, les moments où je suis le plus heureuse, voilà, c'est à faire de la voile en mer ou sur ma moto au Cachemire. Donc, tu essayes de me menacer, euh, je démissionne. Et ça m'est arrivé de dire, bah, écoutez, si ça vous va pas, je m'en vais. Du coup, ils arrivent pas à avoir de prise sur le truc. En fait, si tu as la compétence pour le faire, ils se disent, ma merde, si elle part, ça va être encore pire après.
Du coup, ils essayent, puis ils font une fois, deux fois, et ça se calme rapidement. Ce qui menace, c'est plus vraiment quand vous livrez le projet et que vous n'avez pas pris en compte, vous n'avez pas pris le temps d'aller vers eux avec tous les scénarios pour s'assurer qu'ils sont d'accord avec le report. Là, oui, ça part en pugilat très, très rapidement. Alors, il y a une autre question, je vais me permettre de commencer à y répondre. Thibaut? Oui, j'ai vu que dans 5 minutes, j'ai vu toi tes aimants. Vas-y, Claude, si tu veux. Alors, on va passer après aux questions directes, hein. Je crois qu'on pourra interagir directement avec Eva. Peut-être une question avant, juste pour clôturer un petit peu, faire voilà, quelles étaient les issues des différents projets auxquels tu as participé? Et est-ce que tu as eu des précédents, peut-être dans le pays en question ou ailleurs? Qu'est-ce que tu appelles des précédents? Alors, par exemple, voilà, les gouvernements auraient peut-être tiré parti de cette analyse-là pour mettre des contrôles ailleurs, ou voilà, est-ce qu'il y aurait, Ouais. en fonction des... Mais est-ce qu'ils ont appris de leur erreur? Ok. Les individus apprennent, les individus apprennent, les organisations non, les impôts. C'est l'histoire bégaye. Ça marche pour les entreprises aussi, je pense. C'est très compliqué. C'est une culture d'entreprise à changer, donc c'est très très compliqué. Donc le projet dont je vous parle, parce il est public, mon entreprise s'est pris 6,4 millions de dollars, donc c'était australienne dollars d'amende. C'est pareil, j'en parle parce que c'est dans la presse. La victoire qu'on a eue, alors moi, j'ai pas de victoire personnelle sur l'amende, parce que je suis pas là pour la négocier. La victoire qu'on Partais a quand même de eue, c'est 40 millions. notamment Hein. parce que Tu partais de 40 millions, de plus de 40 millions. ouais, on partait de bien haut. C'était 40 000 clients à 1 million par client. D'accord, On ok. partait au départ, voilà, comme dit le PDG, je ne sais pas le lire. Euh, les victoires qu'on a sont un peu d'ordre différentes. Donc là, le régulateur avait demandé ça, avait posé les mêmes questions à tous les opérateurs telco. Et comme on avait réussi à orienter correctement et qu'on avait répondu de façon assez au report, l'opérateur telco, du coup, le gouvernement était tombé sur les autres opérateurs parce qu'eux avaient moins bien répondu. Et il se pourrait que, effectivement, là, on connaissait les failles des autres opérateurs. Donc, quand on a répondu, on a orienté, on a interprété de façon à ce que ça les pousse sur les autres opérateurs telco. Ah, ça, c'est chouette. Quand tu vois qu'ils continuent les recherches avec eux, Soit dit au passage, ça, c'est une des tu te stratégies dis, de Free en France. ouais, oui, c'est une stratégie. Mais c'est pareil, tu interprètes les données, tu es transparent, tu mens pas. Juste, tu sais que de l'autre côté, ils sont très mauvais sur ce truc-là, donc on va essayer d'interpréter de cette façon-là. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros, hein. Qui a envie de témoigner, de poser des Alors, questions, juste il y avait quand même une question, Claude, enfin, une remarque et une question qui Ouais. disait est-ce que votre participation à ces projets était de la business analyse, de la gestion de projet, du développement, ou est-ce que cela dépendait du projet? Je me permets de un petit peu initier une réponse, hein, commencer, tu pourras le redire, compléter. Euh, la business analyst, chef de projet ou développeur sont des rôles que l'on a dans un projet. Ce qui va permettre de passer du poste de travail au rôle, c'est le fait que le rôle est impliqué dans beaucoup de projets où il y a suffisamment de redondance ou d'éléments dans lesquels l'impliquer pour pouvoir ouvrir un poste de travail. Donc, au final, dans le projet, la vraie question, c'est, mais en fait, tu avais un peu tous ces rôles dans tout ce que tu as traité. Tu Ouais. n'avais pas un rôle en particulier, tu cumulais des compétences et donc tu cumulais des rôles et qui amène du coup à la remarque qui en fait est peut-être un nouveau métier qui est lié à la numérisation qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas encore nommer. Alors, on a un peu tous ces rôles parce que
justement, dès qu'on divise par de plus en plus de personnes, on se retrouve avec de plus en plus de conflits, de plus en plus d'incohérences. Donc en fait, ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui est capable de prendre de bout en bout le truc. Pas forcément, j'ai pas forcément les compétences dans tout. Par contre, j'ai la théorie qui peut me baquer. Et justement, ça donne aussi une espèce de libéralisant. Je ne prends pas les décisions pour les développeurs. Les développeurs vont prendre les décisions. J'en prends la responsabilité. C'est ce qui est complètement différent. Et la plupart du temps, ma réponse à plein de choses, c'est je ne sais pas, c'est vous qui avez la compétence, vous me dites, et moi j'assume et j'avance. Mais le fait d'avoir la responsabilité, mais pas euh, de tout, fait que on partira pas dans des débats de oui, mais tu m'avais dit ça, oui, mais dans les specs c'est marqué ça et vous n'avez pas développé exactement comme ça. Ça, je suis pas schizophrène. À un moment donné, on trace, on avance, on recommence s'il y a besoin de recommencer, mais il y aura pas de politique, il y aura beaucoup moins de politique derrière en fait. Ok. Du coup, Claude, hein, c'est les questions. Moi, j'ai peut-être une question, parce que du coup, je posais à chaque fois les questions des autres. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir directement? Sinon, on prend ta question. Qui veut témoigner? Qui a envie de réagir? Ne battez-vous pas. Bah, du Faut coup, que je peux j'avoue que tout le commencer. monde tout le monde ne parle pas français complètement dans la liste. J'ai un collègue argentin qui est avec nous ce soir. Excellent. Alors, on a des retours d'expérience en anglais, mais pas d'espagnol. Mais On va pas. voir. Voilà. Ouais, il parle bien anglais aussi. Ah, n'hésitez pas à intervenir en anglais si vous voulez. L'espagnol, c'est peut-être moins courant ici, Alors, quoique. du coup, ma Et du question, coup, hein, ouais. quand tu es en phase de recrutement toi-même, hein, que tu cherches à te faire recruter, comment est-ce que tu Mhm. vends en fait ce que tu as fait? Et puis, à un moment, tu as souvent la fameuse question des trois compétences, enfin des trois qualités et trois défauts. J'imagine que tu vas juste, en fait, tu vas au-delà que ce qu'on dit, hein, une bonne résistance au stress, hein, en termes de ce que. Comment tu vis, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu présentes ça? Comment tu te définis toi-même et comment tu le vois au final? Alors, comment je le présente? Je le présente comme ça, comme quelqu'un. J'ai pas les réponses sur tout. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas compétente. Par contre, j'ai une énorme base théorique et je peux appuyer mes décisions sur de la théorie et sur des bonnes pratiques. Euh, et dans les forces, je dirais qu'il y a cette capacité de gérer le stress, mais d'arriver à emmener une équipe avec de la gestion de stress et que ça se fasse dans la bonne humeur. Vous verrez souvent sur mon bureau des paillettes, des licornes et des emojis cœur sur vous. Bah ouais, faut bien amener un peu d'humour dans le bazar. Voilà, dans les faiblesses, alors j'espère que mon nouveau manager n'est pas là ce soir. Dans les faiblesses, j'ai très tendance à être proactif, trop proactif. C'est-à-dire que les process et tout ça, ça m'ennuie très 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 vite. Tu peux peut-être parler de, ben justement, tu as parlé des paillettes, hein, et de ta petite anecdote avec les paillettes, Ouais. etc. De un an après, qu'est-ce qui se passait? Ah oui, euh, un des trucs qui faisait beaucoup beaucoup rire mon équipe dans les petites anecdotes, c'est qu'un jour, un grand PDG est venu nous voir dire oui, alors il faut absolument finir le projet, vous vous débrouillez. On lui dit oui, mais on n'a pas de data warehouse, le process opérationnel n'est pas documenté, on a rien sous la main et c'est pour vendredi, donc voilà. Et puis, pour lui rentrer un petit peu dedans, pour vraiment qu'il comprenne qu'il n'y avait pas moyen que ce soit fait pour vendredi, je lui dis on fait que ça, comment on fait ça avec des licornes et des paillettes? Il était tellement énervé qu'il a dit oui. Donc, je suis revenue avec des licornes en peluche, des paillettes. Je dis, bah voilà, on commence avec ça. Et ça montre à l'équipe qu'il va falloir commencer, mais que vous êtes absolument contre, mais on va trouver des solutions. Et l'équipe
avait après pour habitude d'utiliser ces paillettes pour balancer ça sur les bureaux des gens qui avaient des deadlines, des dates butoirs qui étaient impossibles à résoudre. Donc à chaque fois qu'on t'imposait une date qui n'était pas faisable, tu te retrouvais avec des paillettes partout. Ça avait un avantage, ça te montrait la solidarité de l'équipe. De façon discrète, on ne montait pas tous au créneau, mais ça montrait la solidarité de l'équipe. L'autre énorme avantage, c'est que plus d'un an après, les PDG qui nous hurlaient dessus étaient passés dans les salles de réunion et avaient des paillettes plein le visage. Et du coup, ils avaient beaucoup plus de mal à s'énerver après l'équipe. Et l'équipe nous disait, ça fait un an qu'on a quitté le projet, ouais, on retrouve toujours des paillettes sur la tête de monsieur machin. Ça crée vraiment une cohésion entre les gens. Il y en a d'autres? Excellent. Dernier appel, qui a envie de témoigner, de poser une question, que sais-je? On peut dire que cette cohésion, c'était la clé de réussite de tous les projets que tu as menés au final. Sans cette cohésion, toi-même, vous n'auriez pas réussi à mener le projet à terme. En fait, les gens qui bossent sur ce genre de projet sans être fiers du boulot que vous faites et fiers de l'équipe avec qui vous êtes, c'est impossible. Et pour être très honnête, j'ai emmené la directrice de la data gouvernance qui nous soutenait à fond et qui venait faire des week-ends avec nous. Elle n'avait jamais voyagé et je l'ai emmenée voyager. On est parti, c'est quoi? C'est rendez-vous en terre inconnue, je crois, le truc. Elle a accepté de venir en voyage toute seule sans savoir la destination. On est allé faire le Vietnam en moto ensemble. Mais c'est ce point où les gens vous font confiance à ce point-là. Au point de dire, vas-y, je pars avec toi, j'ai jamais voyagé de ma vie, je pars avec toi, je ne sais pas où je vais. Et tant que vous n'avez pas cet esprit d'équipe et ce lien entre les personnes, ça ne tient pas. Ça tient un week-end, 2 week-ends. Quand on est à 80-90 heures par semaine, qu'on se fait hurler dessus, s'il n'y a pas une solidarité dans l'équipe et si vous faites faux bond, et s'il n'y a pas une loyauté les uns envers les autres, c'est impossible de tenir un projet. Du coup, ça m'amène à dire, et je m'arrêterai là-dessus pour moi, qu'au final, je rebondis encore la question sur les rôles que tu peux avoir. En fait, tu avais juste des compétences de business analyst, des compétences de chef de projet, des compétences de développeur, mais ton réel rôle était d'être un manager, et un manager tel que on le voit beaucoup et comme on le théorise aujourd'hui, on le voit beaucoup passer sur LinkedIn, dans toute la presse RH, on dit les bons managers sont ceux qui font grandir leur équipe, etc. Et toi, en fait, ton rôle a été, était clairement dans ce rôle de manager d'arriver à des objectifs, mais de surtout réussir parce que, pas parce que forcément tu étais entouré des bonnes personnes, mais parce que tu avais réussi à les faire grandir et leur faire gagner confiance en eux, en ce en quoi ils faisaient, sur à quoi ils travaillaient. Et en fait, ton rôle était vraiment a été très dans l'humain au final. La réussite est plus est réellement dans l'humain en fait. C'est très de l'humain. Accompagner. Pour être très honnête, le jour le plus douloureux pour toute l'équipe, c'est quand il y a une des filles de l'équipe qui est entre deux phases du projet, après une semaine de congé, elle est retournée en Inde, elle a été mariée de force, elle n'a pas pu revenir. On a mis des mois à s'en remettre ensemble. Excellent. Parce qu'on savait que ce n'était pas voulu. Pardon? Merci beaucoup. On va rester sur ce côté humain, loyauté. Ouais. Confiance. Il me semble que ouais, on l'a bien compris. Et ça va très bien pour l'enchaînement dans 2 semaines, puisqu'on va parler de leadership. Mais avant, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder les évaluations de la soirée, qui sont excessivement positives. Je vous ai mis le lien, donc vous pouvez le consulter vous-même. Je vais partager mon écran. Voilà, c'est les petits retours d'expérience. Est-ce que vous le voyez? Moi, je ne le vois pas. Il faut que je cache tout ça. Donc, effectivement, alors il y a 5 évaluations, il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont excellentes. 3 x 5 et 2 x 4. Donc, très intéressant, très dynamique. Merci d'avoir sous forme d'interview. C'est vrai qu'on s'est posé la question, hein, comment est-ce qu'il fallait le faire, et c'était voulu qu'on parte un petit peu dans tous les sens qu'on a fait. On avait un fil rouge, mais pas tant que ça. Voilà, really interesting experience. OK, métier très délicat, passionnant, qui me semble éloigné du BIT et qui n'est qu'un socle de compétences pour mener l'enquête et une couverture qui disparaît très vite à mon ressenti en vous écoutant. Témoignage intéressant et vivant au chapitre d'émissions à risque
Sujet très intéressant. Chapeau à Eva, son parcours et merci pour son témoignage à améliorer. Donner plus de rythme à l'intervention. Merci pour ce retour. On se poserait la question. Merci, ouais. Voilà, mais on prend le point. On attend de faire la version interview-reportage. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut encore témoigner oralement? Eva, encore quelque chose à dire? Thibaut, Bruno? Moi, je voulais juste dire, c'est ce qu'on avait dit un peu en phase de préparation. Eva, c'est un peu la Erin Brockovich, seule contre tous. Il y avait dans les commentaires quelqu'un qui disait qu'elle était un petit peu mercenaire. Donc, c'est vraiment un profil très particulier. Je pense qu'effectivement, l'humain a beaucoup sa place dans ton métier, dans comment tu l'amènes en tout cas. Et il y avait le commentaire qui était que peut-être que Eva, sans le savoir aujourd'hui, mais tu es la première à réaliser un métier qu'on verra de plus en plus demain, qui est intégré, qui est amené à cause du numérique, avec la data, etc. Mais peut-être que voilà, peut-être que tu es la première représentante d'une discipline et d'un métier qu'on ne connaît pas encore. On disait, moi je me souviens quand j'étais étudiant, où on me disait dans les Did you know, comme quoi dans 5 ans avec le numérique, enfin, les métiers dans le numérique sont des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans souvent. Peut-être que tu en fais partie. Ça veut dire qu'on avait plein de problèmes légaux. Oh. Oh. Le monde ne va pas dans le bon sens, mon ami. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir été là. C'était un plaisir de prendre un peu de recul sur cette expérience. Merci beaucoup. Merci à Claude. Merci pour ton accueil. Merci d'avoir tout organisé. T'es au top. Comme ça. C'est quoi du coup? J'ai le droit? Ah, c'est gentil. Sur toi. On a commencé par la pub. On va finir par un petit peu de pub et la prochaine soirée. On parlait de leadership, ben, ça tombe bien. On a Didier Reinhardt dans 2 semaines qui va nous parler de son concept de symbiocratie. Voilà, même heure, même endroit, même jour presque, c'est un jeudi. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.